Pain, de l'Oasis Suzy au Bamsawin, al Nombasquania Ode au Danak, qu'on y payo au Banaki Kendakina. Bonjour, je m'appelle Suzy au Bamsawin, je suis abénakise d'Odanak. Je vous souhaite la bienvenue en territoire abénaki. Je suis la directrice du bureau du Ndakina au Grand Conseil de la Nation Abenaki depuis mars 2013. Le parc du lac Elmer fait partie du Ndakina, le territoire ancestral de la Nation. C'est un secteur qui était déjà à fort intérêt pour nous au niveau patrimonial. Il y avait des artefacts qui avaient été retrouvés par le passé. C'était un secteur qu'on avait à cœur de vouloir explorer davantage. Quand on a été approché par le parc pour faire des travaux, on était vraiment satisfaits, vraiment heureux en fait, de pouvoir participer à un tel projet. Le lac Elmer est très important. En fait, c'est un peu une autoroute pour les Wabanaki parce qu'ils empruntaient la rivière Saint-François et le lac Elmer en fait, pour se rendre jusqu'au fleuve Saint-Laurent ou dans le sens contraire pour se rendre au sud sur la côte du Maine. C'est un immense territoire. Si on le met un petit peu en place, on parle d'être au niveau de l'ouest, c'est la rivière Richelieu, puis à l'est, c'est la Chaudière. La rivière Etchemin, qui est un territoire qui est un peu partagé avec des Algonquiens de l'Est, qui sont les Malécites. Et puis, vous avez en fait la limite qui est la côte américaine, donc Maine, New Hampshire. Et puis, au niveau du nord, c'est le fleuve Saint-Laurent, qui est vraiment une frontière naturelle. On peut dire que les sites ici, on commence à les reconnaître vers vraiment le lac Elmer. C'est plus 5000 ans, 6000 ans. 8000 ans qu'on commence vraiment à voir des gens qui viennent de plus en plus souvent, qui empruntent de plus en plus souvent cette autoroute-là. Et puis, il y a beaucoup de sites. Hein? On parle au moins d'une dizaine de sites autour du lac Elmer. Donc ici, c'est le site où on est qui s'appelle BKEU2. Donc, c'est un site, c'est le code Borden du site. C'est un code qu'on donne pour préserver un site archéologique. Et puis, malheureusement, le site BKEU2, en fait, a été inondé. Donc, on parle à peu près vers 1856. Je ne suis pas très sûre des dates, mais disons vers 1856, on parle du barrage, des premiers barrages là, vers la Saint-Gérard, et puis une remontée des eaux du lac. Et puis, on parle même d'une remontée de 6 mètres. Donc, 6 mètres, c'est énorme. Par contre, c'est quand même très intéressant ici parce qu'il n'y a pas très peu d'eau. Donc, ça nous a permis quand même de retracer à 50 cm sous l'eau la zone où on peut retrouver des artefacts. Donc, on en a retrouvé quelques-uns. D'ailleurs, elle est même visible à l'œil nu quand on se baigne. Les gens ne se rendent pas compte, là. Mais ils se baignent, en fait, sur les sites archéologiques. Et puis ici, aujourd'hui, on fouille vraiment sur la berge où se trouve l'emplacement, en fait, du bâtiment du parc du lac Elmer. Et puis, sur ces berges-là, c'est vraiment la limite, si on veut, la limite sud de ces sites-là. Physiquement, ce qu'il y a ici, on trouve surtout naturellement des matières lithiques. OK? Pour plusieurs raisons, c'est que la matière lithique, elle dure à travers le temps. C'est de la pierre. OK? Donc, le premier artefact qu'on retrouve facilement, c'est cette matière, cette pierre qui vient de différentes montagnes. Entre autres, on a Kineo, on a Musungun, on a la montagne du Marbre. Donc, c'est quand même 3 montagnes qui sont quand même très proches d'ici. Les pierres qu'on a trouvées sont roulées, si on veut. Donc, les parties taillées sont beaucoup moins abruptes. Donc, ça va être vraiment en laboratoire qu'on va pouvoir dire si effectivement ces pierres-là ont été travaillées ou pas. Mais on les a récupérées quand même parce que, une fois en laboratoire et une fois de retour au bureau, on va pouvoir faire cette estimation-là puis vraiment être plus catégorique là, dans nos analyses puis dans notre rapport par la suite. C'est sûr que les os qui ont été découverts hier ou lundi nous révèlent que l'animal est décédé naturellement, donc il n'a pas été chassé. Ce qu'on a établi, c'est que c'est possiblement un cerf ou un cervidé et c'est un jeune, donc c'est un juvénile. Quand on grandit, nos os ils se soudent au fur et à mesure qu'on vieillit et présentement, tous les os qu'on a, ils ne sont pas soudés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de traces de coupe, donc ils n'ont pas été découpés, il n'a pas été récupéré pour la viande, ces parties-là n'ont pas été travaillées pour la viande. Donc, soit l'animal est décédé de sa belle mort, soit ces parties ont été laissées sur place puis se sont décomposées d'elles-mêmes. Donc, c'est vraiment toute une patte arrière qu'on a retrouvée d'un jeune. Donc, on voit un peu là, le blanc, c'est parce qu'il a été brûlé au soleil, si on veut, donc il était à la surface. Les parties qui étaient enterrées ou dans le sol sont plus foncées. Donc, c'est vraiment la méthode de décomposition des os qui fait en sorte que les os vont être teintés d'une couleur ou d'une autre, puis le sol va teinter les os aussi. Puis comme c'est des os assez compacts, je dirais, c'est ceux qui se conservent le mieux. Donc on a plein de petits os dans les pattes, dans différents secteurs, mais
Souvent, ils vont être beaucoup moins compacts, ils vont se décomposer plus vite que les autres. Donc, on va retrouver ceux-là parce que, justement, ils se conservent mieux. Les sites sont très loin par rapport à ce qu'on pensait au début, au niveau, dans les années 60, 70, 80, on pensait qu'il y avait beaucoup de sites ici sur la berge, mais en fait, les sites étaient beaucoup plus loin. Mais cette compréhension du paysage, elle n'est pas juste cartographique, elle n'est pas juste géographique, c'est aussi une compréhension du paysage qu'on a à travers les membres de la nation qui sont capables de raconter des histoires de passage sur la rivière pour se rendre d'un endroit à un autre. Et puis tout d'un coup, bien, là, ça change. On a une espèce de régionalisation où on voit apparaître vraiment des premiers peuples qui ont à eux-mêmes une certaine culture. Donc, pour les Wabanaki, c'est vraiment le Nakina. On utilise énormément les frênes. Donc, c'est des zones humides. Hein. On connaît entre chaque lac, entre chaque rivière, on retrouve le frêne noir. Le frêne noir, bien, il sert à quoi? À faire des paniers. Donc, on sait que vers 1800, ces gens-là traversent d'un endroit à un autre avec des paniers pour les vendre, pour vraiment faire du commerce. Donc, ce commerce-là, il est là depuis tout le temps. Donc, il est là depuis la période de l'archaïque jusqu'à aujourd'hui. Dans la vallée du Saint-Laurent, on peut retrouver des matières qu'on ne connaît pas ici, qui vont être échangées et ramenées, si on veut, même du Labrador. Ça va jusqu'au Labrador, qu'on peut avoir de la matière qui est amenée par les Inuits jusqu'au fleuve Saint-Laurent, échangée après, puis on retrouve en fait cette matière-là, donc un transfert, si on veut, de technologie et de matière entre les Algonquins du Nord et les Algonquins de l'Est. Donc c'est très, très intéressant. Et puis, bien, le lac Elmer, c'est un peu la grande autoroute au milieu de tout ça. Donc c'est pour nous, là, pour les archéologues, c'est super intéressant d'être ici. Le patrimoine archéologique, c'est vraiment quelque chose qui est somme toute sensible. Il y a beaucoup d'artefacts qui se retrouvent de façon fortuite sur le territoire par des citoyens qui vivent aux abords de rivières ou de certains sites qui ont déjà eu de l'occupation autochtone. C'est vraiment important pour ces gens-là de toujours avoir un réflexe de déclarer l'objet. Pour nous, c'est important d'aller identifier le contexte où l'objet a été retrouvé et pouvoir l'étudier et aussi peut-être même dévoiler certains secrets là, qui ont été laissés par nos ancêtres sur le territoire. Le genre d'objet qui est retrouvé là, de façon fortuite le plus couramment, c'est généralement des pointes de flèches. Ou d'autres objets là, qui ont servi à la transformation, en fait, des outils en sorte là, que les ancêtres Abénakis utilisaient ou d'autres peuples autochtones utilisaient. Parfois, ça peut être vraiment en marchant sur le bord d'une rivière, on se rend compte qu'il y a des objets qu'on n'a jamais vus par le passé ou même des agriculteurs qui nous rapportent là, qu'en labourant leur champ, il y a des objets qui ont sorti du sol. Ça peut être des wampum, on l'a vu par le passé. Ça peut être des pièces transformées. L'important, c'est de savoir que la personne va pouvoir conserver l'objet si elle le désire. Donc, il n'y a pas de frein à partager avec nous cette découverte-là. On ne va pas se réapproprier l'objet. Idéalement, si les gens peuvent soit se tourner vers le ministère de la Culture ou se tourner vers le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, ce serait vraiment l'idéal pour qu'on puisse en connaître davantage sur les traces du passé laissées dans le territoire. Ooh, ooh, ooh.